Tokyo 1936. Une ville en pleine effervescence, un pays en pleine mutation. Au cœur de cette société traditionnelle, une femme va commettre un acte si passionnel, si extrême, qu'il marquera à jamais l'histoire du Japon. Son nom, Sada Abe, une geisha, une amante, une meurtrière. Ce qui commence comme une histoire d'amour interdite va peu à peu se transformer en une spirale de jalousie, d'obsession et de folie. Voici l'histoire vraie de Sada Abe, la femme dont l'amour a franchi les frontières du possible, pour devenir l'un des crimes les plus célèbres du Japon. Sada Abe naît le 28 mai 1905 dans le quartier de Kanda à Tokyo. Elle est la 7e enfant d'une famille modeste dirigée par ses parents Shigeoshi et Katsu Abe. Mais sur les 8 enfants, seuls 4 survivent à la petite enfance. Sada grandit donc comme la Benjamine, choyée et encouragée par sa mère. C'est une enfant vive, curieuse et artistique. Sa mère l'encourage à chanter et à apprendre à jouer du shamisen, un instrument traditionnel japonais. À l'époque, cette pratique est considérée comme réservée aux classes populaires, mais la famille Abe accepte son choix. Tout bascule lorsqu'elle atteint l'adolescence. À 15 ans, Sada commence à fréquenter des jeunes de son âge, mais ses parents s'inquiètent des mauvaises influences. Leurs craintes se confirment. Elle subit une agression qui la marquera profondément. Même si sa famille tente de la soutenir, Sada change. Elle devient plus rebelle, refuse l'autorité, se maquille, sort sans permission. Dans le Japon des années 1920, la société évolue. Les femmes travaillent de plus en plus. Elles représentent déjà 60% de la main-d'œuvre industrielle. Mais pour ses parents, la conduite de Sada est inacceptable. Ils décident alors de l'envoyer dans une maison de geisha à Yokohama, espérant qu'elle y apprenne la discipline. Sada a alors 17 ans. Cependant, son arrivée tardive dans ce milieu la désavantage. La plupart des geishas ont commencé leur apprentissage très jeunes. Les autres la considèrent davantage comme une fille de compagnie que comme une véritable artiste. Pourtant, Sada est cultivée, intelligente et sait converser, ce qui lui attire de nombreux clients. Après 4 années dans ce monde, elle contracte une maladie vénérienne, fréquente à l'époque. Elle réalise alors que son statut de geisha ne la protège plus. Si elle doit être traitée comme une prostituée, autant choisir sa propre voie. Elle quitte la maison de geisha et commence à travailler dans les maisons closes de la ville. La vie y est rude. Les protections sont faibles, les clients parfois dangereux. Sada comprend vite qu'elle devra un jour trouver une autre manière de vivre. Mais le destin en décide autrement. En 1932, sa mère meurt. Sada retourne à Tokyo et continue à exercer dans le même milieu. 2 ans plus tard, son père tombe malade. Malgré leur passé difficile, elle s'occupe de lui jusqu'à sa mort, en janvier 1934. Après cela, elle se retrouve seule. Elle continue à travailler, mais finit arrêtée pour exercice illégal de la prostitution. Un de ses clients paie sa libération et lui propose de devenir sa maîtresse, lui offrant un logement et une pension. Mais l'homme est marié et Sada comprend vite qu'il ne quittera jamais sa femme. En quête d'indépendance, elle quitte Tokyo pour Nagoya, à environ 265 km. Nous sommes en 1936, Sada a 31 ans. Elle trouve un emploi dans un restaurant et y rencontre un professeur, Goro Omiya. Ils entament une relation secrète. Goro rêve d'une carrière politique et ne veut pas que cette liaison nuise à sa réputation. Pourtant, il l'aide sincèrement. Il l'encourage à apprendre la gestion et lui obtient une formation dans un restaurant réputé de Tokyo. Ce restaurant appartient à Kichizo Ishida, un homme de 40 ans, prospère et charismatique. Très vite, Sada et lui deviennent amants. Leur relation est passionnée, presque dévorante. Ils se voient en cachette, passent des jours entiers ensemble, tandis que l'épouse d'Ishida gère leur établissement. Mais Sada s'attache de plus en plus. Elle boit, s'emporte, devient jalouse. Elle comprend que Kichizo ne quittera pas sa femme. Un jour, elle assiste à une pièce de théâtre où une femme menace son amant d'un couteau. Cette scène la trouble. Peu après, elle achète un grand couteau de cuisine. Lorsqu'elle revoit Kichizo, elle le menace avec, mimant la scène du théâtre. Mais l'homme, amusé, la rassure. Ils décident alors de s'isoler pour un long week-end ensemble. Ils passent 2 jours enfermés dans une chambre d'hôtel à Tokyo. Leur passion est intense, sans limite.
Mais le troisième matin, Sada perd le contrôle. Alors que Kichizo dort, elle l'étrangle. Quand elle réalise ce qu'elle a fait, il est déjà trop tard. Dans un geste d'appropriation extrême, elle sectionne les organes génitaux de l'homme, le pénis et les testicules, qu'elle enveloppe dans du tissu et conserve sur elle comme un souvenir. Avant de quitter la chambre, elle écrit leur nom avec du sang et grave son propre nom sur le corps de son amant. Puis, calmement, elle s'en va. Quelques heures plus tard, le personnel de l'hôtel découvre le corps. La nouvelle se répand à une vitesse fulgurante. Le Japon entier est sous le choc. Les journaux relatent les faits avec un mélange de fascination et d'horreur. Pendant ce temps, Sada se cache dans un petit hôtel du quartier de Shinagawa sous un faux nom. Elle écrit des lettres d'adieu, planifiant de mettre fin à ses jours. Mais le 20 mai, la police la retrouve. Elle se rend sans résistance. Lors de son interrogatoire, elle reste calme et explique « Je savais qu'il ne m'appartiendrait jamais. Alors j'ai voulu qu'il ne soit à personne d'autre. » Son geste, dit-elle, n'était pas motivé par la haine, mais par un amour poussé à la folie. La presse s'empare de cette phrase et transforme Sada Abe en figure tragique. Elle devient, malgré l'horreur du crime, une sorte d'icône populaire, celle d'une femme qui a aimé jusqu'à l'excès. Le procès de Sada Abe s'ouvre le 25 novembre 1936. Une foule immense se rassemble devant le tribunal. Sada plaide coupable, consciente qu'elle risque la peine capitale. Elle raconte toute son histoire, depuis son enfance jusqu'au jour du drame. Le juge reconnaît son état mental fragile et la condamne, le 21 décembre, à 6 ans de prison pour homicide volontaire et atteinte à un corps humain. Elle purge sa peine à la prison pour femmes de Tochigi, où elle se montre exemplaire. Libérée pour bonne conduite le 10 novembre 1940, elle tente de recommencer sa vie. Mais partout où elle va, son nom la rattrape. Elle vit sous des pseudonymes, travaille comme domestique, puis disparaît à nouveau quand son identité est révélée. Finalement, elle accepte sa notoriété. Après la guerre, le Japon change. Les femmes obtiennent le droit de vote, la société se modernise. Sada est alors perçue différemment. Non plus seulement comme une meurtrière, mais comme une femme victime de son époque. Elle écrit un livre, participe à des conférences et devient une figure culturelle controversée. Elle se retire complètement de la vie publique. Certains affirment qu'elle aurait fini ses jours dans un monastère bouddhiste de la région du Kansai, vivant dans le calme et l'anonymat. Mais nul ne sait vraiment ce qu'il est advenu d'elle. Sa disparition, comme son crime, reste entourée de mystères. Était-elle une victime d'un amour dévorant ou une criminelle guidée par la passion la plus sombre? Une chose est sûre, plus de 80 ans après les faits, le nom de Sada Abe continue de hanter la mémoire collective japonaise et rappelle que parfois, entre amour et folie, la frontière peut être terriblement fine.